Génial. Est-ce que excusez-moi, est-ce que quelqu'un connaît le paramètre pour ne plus avoir à ajouter manuellement les gens? Parce que ça commence à me fatiguer. Ça va être long, ça. Ça va être long. Bon, j'espère qu'on va pas être interrompu. Bonsoir tout le monde. On va faire une séance de révision générale pour vous donner un coup de main par rapport à l'examen. Je vous rappelle à tous que l'examen est un examen avec documentation autorisée, que vous aurez 1h30 pour répondre aux questions, que ce seront des questions donc, qui vont tester votre compréhension et votre capacité à utiliser les informations et à argumenter, à construire des raisonnements. Je vous rappelle encore une fois que d'écrire, ce n'est pas argumenter. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer le travail. On a un cours qui se divise en 3 parties. Normalement, n'hésitez pas à lever la main et à m'interrompre si vous avez une question. On y reviendra, il n'y a aucun souci, on va essayer de faire ça relativement vite. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, monsieur. Excellent, très très bien. Alors, le cours, il se divise en 3 parties. La première partie, c'est le mouvement moderne. Normalement, le mouvement moderne, je n'ai pas à parler dessus trop longtemps. Bon, vous voyez normalement... Est-ce que vous voyez l'image? Oui, monsieur. Les Monsieur. Oui. Le cours a été partagé. Oui. Les vidéos? Oui. Super. On est bon. Excellentissime. Donc, pour le cours de THP, vous aurez 3 parties. Les parties se subdivisent en sous-parties. La première, c'est le mouvement moderne. Comme je vous l'ai dit, c'est un débat. Qu'est-ce que le mouvement moderne? J'entends que chacun d'entre vous doit pouvoir donner une définition. Le mouvement moderne, c'est un mouvement architectural du début du XXe siècle qui se caractérise par son adoption des matériaux et des techniques issues de la révolution industrielle, verre, béton, acier, et qui est en rupture avec la tradition architecturale historique. Vous formulez ça comme vous voulez, mais le plus important, quand on explique qu'est-ce qu'un mouvement, vous devez le situer dans le temps, dire c'est quel siècle à peu près, vous devez expliquer c'est quoi ses spécificités. Et le mouvement moderne, si on doit le résumer à 3 spécificités, c'est sa relation avec la révolution industrielle, les matériaux et les techniques qui en sont issus, c'est-à-dire que quand le verre, on va réussir à faire des plaques de verre plus grandes, naturellement, on va commencer à faire des fenêtres plus grandes. Donc, nouveaux matériaux, nouvelles techniques, nouvelles formes. Et ces éléments vont rentrer dans un contexte là où on est fatigué des architectures classiques, classéistes, passéistes, on a envie de passer à autre chose, et donc on décide d'assumer une rupture totale avec la tradition et de venir avec des formes nouvelles. Ça, c'est pour la définition, c'est le béaba. Comment est-ce qu'il va émerger le mouvement moderne? C'est vu et revu, comme on l'a dit, c'est la révolution industrielle. Pourquoi la révolution industrielle? Parce qu'on vient avec de nouveaux matériaux, les nouveaux matériaux, nouvelles formes, de plus grande portée, des formes différentes, etc. etc. Ça, c'est qui? Génial, super. Ah bah.
Je tiens à préciser pour tout le monde qu'il y a un live pour les personnes qui n'ont pas pour ambition de participer à cette séance. Donc, c'est pas la peine de venir vous connecter au Meet si vous ne comptez rien dire de toute la séance ou si vous n'avez aucune question à poser. Bon, je vous encourage à participer. Ça va être posé dans ça. Ils sont où les participants? Bref, retournons dans la... D'accord. Oh. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'assez complexe. L'émergence d'un si, c'est quelque chose de systémique. Ça se fait de partout. Ça se fait par rapport à l'art, par rapport à la musique, par rapport à la nourriture, par rapport à la politique, par rapport au système constructif, beaucoup. Souvent par rapport à des impératifs coloniaux ou religieux, enfin politiques ou religieux, etc. Là, notamment, je vous ai parlé de l'évolution des arts, mais quelqu'un d'autre pourrait prendre un autre angle. Moi, je pense que c'est important de garder ça en tête parce que, si vous vous en souvenez, normalement, le dessin que vous voyez en bas, il est de la conception d'un instituteur qui est au niveau des beaux-arts. Et pour les personnes d'entre vous qui ont déjà révisé le cours ou bien qui l'ont appris, vous savez que les beaux-arts, ils ont une place qui est quand même très importante dans l'évolution, ou plutôt dans la codification formelle et dans l'émergence du style moderne. Ok? Je vais faire semblant que vous avez dit oui. Alors, la rupture avec la tradition. Comme je vous l'ai expliqué, c'est que globalement, il y a une volonté de faire des choses qui sont nouvelles. Parce que si vous avez un peu suivi en histoire de l'architecture, vous savez que depuis les temples gréco-romains, l'architecture européenne ne fait que régurgiter le même style, plus ou moins, en en faisant quelque chose plus ou moins fourni, plus ou moins minimaliste, puis maximaliste, puis minimaliste, c'est à peu près toujours la même chose. Tous les styles que vous avez vus à la Renaissance sont sensiblement similaires, pour ne pas dire identiques, à ceux que vous avez croisés dans la Grèce antique. Donc, les architectes, ils en ont marre. Ils décident de faire autre chose. Bouchala? Oui, on a une question ici? Madame Bouchala, vous avez levé la main. Est-ce qu'on a une question? Le micro est coupé. Hein. Vous pouvez, comment ça s'appelle, débloquer vos micros, non? Bon, je vous invite à rédiger votre question sur le chat si question il y a. Pour les autres, quand vous levez la main, merci de poser la question après. Ça va aller. Lina, vous pouvez parler, n'est-ce pas? Vous pouvez activer vos micros. Oui, oui. Super, excellent, très bien. L'apogée de cette évolution, ou bien de ce refus, ou de cette histoire un peu systémique de l'architecture moderne et comment est-ce que c'est lié à des questions de matériaux, c'est certainement le Crystal Palace. C'est l'un des summums de ce rapport entre technologie, matière, forme. Et pour l'anecdote, c'est un bâtiment qui est conçu sur le principe d'une serre, pardon, par ce qui est essentiellement un jardinier. Et il va réaliser ce projet parce que pour la grande exposition de Londres, il faut une structure démontable. C'est un pavillon, comme pour les trucs qu'il y a à la Safax. Donc ils vont essayer de faire ça rapidement et ce sera la seule personne qui réussira à faire ça d'une manière suffisamment rapide. Vous remarquerez que en termes de référence à l'architecture classique, il n'y a pas grand-chose. Pour ne pas dire rien, si ce n'est un peu d'axialité et quelques formes un peu arrondies, qui pourraient évoquer éventuellement une nef ou le genre de forme que vous verriez dans une cathédrale. Ce qui m'intéresse encore plus par rapport à ce bâtiment, c'est que quand vous voyez l'intérieur,
Ça ressemble à s'y méprendre à un centre commercial. Et il y a quelque part ici la preuve de l'efficacité fonctionnelle de l'architecture moderne. C'est-à-dire que l'architecture moderne est suffisamment efficace dans ses formes pour abriter aussi bien une exposition universelle qu'un centre commercial, qu'une galerie d'art. Ce sont des espaces qui finalement sont très polyvalents, comme on avait vu un peu avec les ambitions de Renzo Piano et Richard Rogers au premier semestre. Alors, on a parlé de la rupture, on a parlé du Bauhaus aussi. Est-ce que c'est clair le Bauhaus pour tout le monde? Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que vous auriez une question par rapport au Bauhaus en particulier? Monsieur, on peut dire que le Bauhaus est le résultat du changement, disons, de la forme d'art ainsi que les, disons, conséquences de la révolution industrielle telles que les matériaux et les nouvelles techniques. Euh, Ça pourrait se défendre, mais ça se défend. C'est-à-dire, si jamais tu dois rédiger un article sur ça, tu peux le faire. Mais personnellement, c'est pas ce que je dirais. Le Bauhaus, ce que je dirais, c'est que c'est un endroit là où l'architecture moderne va être codifiée parce qu'il va y avoir dans ce même endroit une volonté de rompre avec la tradition, une volonté de créer une nouvelle forme d'esthétique et surtout une volonté de rendre cette esthétique abordable à tout le monde. Et c'est l'histoire de l'industrialisation ou de la standardisation des objets. C'est tout ça qui contribue, en plus, comme tu l'as dit, mais évite d'avoir, comme tu l'as mentionné, des formes d'art qui se simplifient, à avoir une esthétique commune. Entre je pars tout droit, puis je fais demi-tour. Après le Bauhaus, on va parler de Adolf Loos, on va parler de Louis Sullivan, qui sont des gens qui sont des prédécesseurs. C'est pour vous dire que généralement, c'est rare qu'il y ait quelque chose de mathématique, de A plus B plus C égale Bauhaus égale moderne. C'est pas comme ça. On fait de la simplification en général. Là, allez. Donc, j'ai répondu à ta question. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Super. Monsieur, je m'excuse. Anna, oui. Est-ce qu'on peut dire que le Bauhaus comme un projet, c'est l'exemple concret de l'utilisation de l'usine comme une référence architecturale en termes de la forme et tout? C'est une phrase avec laquelle je suis plutôt d'accord, oui, parce que tu as déjà Walter Gropius qui fait des usines avant de faire l'école du Bauhaus, et quand il fait l'école du Bauhaus, il l'a fait selon la même logique. Donc c'est l'un des premiers bâtiments conçus sur le modèle d'une usine qui va un peu démocratiser cette façon de faire. Ok, merci beaucoup, monsieur. De rien, avec plaisir. Donc, comme on disait, les éléments majeurs, c'est l'avant-garde artistique, c'est-à-dire on va partir vers les formes un peu bizarres, un peu épurées d'un Vassili Kandinsky, d'un Paul Klee. Ça veut aussi dire qu'on va avoir l'impératif du fonctionnalisme. On pense que le fonctionnalisme, c'est quelque chose de très important au Bauhaus. On pense que la machine, c'est quelque chose d'absolument formidable, d'où l'amour de la machine et l'usine. Ça nous amène vers une volonté de standardiser les choses. On veut que nos chaises puissent être usinées à la chaîne. C'est très important pour nous de pouvoir les usiner à la chaîne. Comme ça, tout le monde peut les acheter. Comme ça, le design, l'architecture et le beau ne sont pas des choses qui sont réservées uniquement aux ultra riches. Il faut que tout le monde puisse en profiter. Et donc, l'école du Bauhaus introduit ou formalise non seulement l'architecture moderne, mais aussi par extension l'idée du design, des objets beaux, fonctionnels et à la portée de tout le monde. De base, c'est ça la promesse. Qu'est-ce qu'il faut garder du Bauhaus? Mis à part que dans les premières années,
ça reste, comment dire, ça reste, c'est le genre d'espace que vous allez pointer du doigt, vous allez dire l'architecture moderne commence ici. Et même si tout le cours part dans la direction de vous ne pouvez pas réduire un mouvement à une date, si vous étiez obligé à couteau tiré de donner une date et que vous disiez 1919 parce que le Bauhaus, ce ne serait pas tout à fait faux. Parce que c'est là où on va vraiment tout unifier, c'est là où on va formaliser les choses. Et comme vous l'avez vu aussi, c'est parce que cette école va être obligée de quitter l'Allemagne que la pensée du Bauhaus va se démocratiser, et c'est comme ça qu'on va démocratiser le style moderne aussi. Toujours dans le même sens, on est d'accord pour dire, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce n'est pas une ligne droite, parce qu'il y a des prédécesseurs, comme Louis Sullivan, qui sera la personne qui dira « la forme suit la fonction », qui est un adage qu'on utilise encore aujourd'hui en atelier en 2025. Louis Sullivan, il va écrire un livre qui s'appelle « Pour un art du gratte-ciel », et son article, il est assez comique, parce que les gratte-ciel, à l'époque, ils font entre 8 et 14 étages. Mais déjà, ce qu'ils saisissent, c'est que plus on monte, moins on peut apprécier les gestes de décoration qu'on retrouve généralement sur les façades, et ça va les pousser à réfléchir à des façades de plus en plus épurées, qui ont quelque chose de très moderne finalement quand on les regarde. Donc Louis Sullivan, il fait partie de ses prédécesseurs. Au même titre qu'Adolf Loos. Adolf Loos, on en a déjà parlé normalement en long, en large et en travers. Il vient avec cette théorie anthropologique, là où quelqu'un, il faudra que je retrouve le livre une autre fois, là où on prétend que le tatouage est un signe de dégénérescence morale, est un symbole de barbarie, et en parallèle de ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une démocratisation des objets de décoration qui d'habitude appartiennent aux gens riches. Ça veut dire que maintenant, même les pauvres, ils peuvent se permettre d'avoir des meubles qui sont très chics. Et ça dérange un peu les riches. Et Adolf Loos, il est un peu riche dans sa tête. Donc il veut dire aux gens, en fait, la richesse et la classe, c'est pas d'avoir beaucoup de décoration, c'est d'avoir du bon goût dans sa décoration. Et du coup, il va sortir un livre qui s'appelle Ornements et crimes. Quand il va sortir Ornements et crimes, Adolf Loos, ça va avoir tellement d'effets que l'architecture va être très touchée par ça et qu'on va se retrouver avec de moins en moins de décoration et d'ornementation. À sa décharge, il écrira quelques années plus tard Ornementation et modération, mais pas grand monde n'a lu ce livre parce que le titre était beaucoup moins intéressant, parce que Ornement et crime, c'est plus vendeur quand même. Adolf Loos, si je ne suis pas d'accord avec ses vues sur le tatouage et la civilisation, je lui reconnais que son architecture, elle est extrêmement moderne. La Villa Müller, qui est faite en 1930, elle est non seulement esthétiquement dans une architecture qui est très, très, je ne sais pas que moderne, contemporaine. C'est des villas que vous pouvez dessiner aujourd'hui. Vous avez probablement déjà dessiné quelque chose qui ressemblait à ça. Et si vous partez sur Arc Daily, je suis sûr que vous allez trouver des maisons qui y ressemblent encore aujourd'hui. L'autre élément intéressant chez Adolf Loos, c'est le remplan. Est-ce que quelqu'un ici pourrait nous expliquer ce que c'est le remplan? Vous êtes 100. Un courageux volontaire, une courageuse volontaire. Monsieur, c'est pas l'idée de traiter l'espace comme un volume. Après, on va les assembler pour avoir le projet. Excellent, madame. Je rajouterai à ça qu'avant, les gens ont tendance à penser l'architecture en plan. On dessine des plans, des façades, plan et élévation, donc toujours en 2D. Adolf Loos, quand il parle de remplan ou de plan espace, il s'oppose à cette idée et il dit « Moi, je conçois mes espaces en volume ». C'est-à-dire qu'il les réfléchit dans leur dimension spatiale, ce qui est normalement ce que tout bon architecte devrait faire. Parce que l'idée de dessiner une façade et puis un plan, ça peut marcher, hein, vous pouvez les imbriquer harmonieusement. Mais vous voyez que les espaces qu'il produit, il y a des vis-à-vis, il y a des vues, il y a des connexions. Vous pouvez imaginer que les gens qui viennent ici, ils ont une vue directe quand ils descendent l'escalier, ils peuvent dire bonjour aux personnes qui sont là. Il y a tout un jeu de connexion spatiale qui ne peut pas apparaître et qui ne peut pas transparaître quand on se contente de faire des plans en 2 dimensions. Donc le remplan, c'est une invention aussi qui va marquer durablement l'architecture et qui n'a pas grand-chose à faire avec le Bauhaus.
Le Corbusier, le Corbusier. Le Corbusier, je pense que c'est très important d'en parler parce que jusqu'à la dernière séance, je pense que j'ai eu avec vous, j'avais encore des personnes qui me disaient Le Corbusier, c'est lui qui a inventé l'architecture moderne. Et, euh, et il faut reconnaître au Corbusier que c'est une figure emblématique de l'architecture moderne. Mais c'est l'équivalent de dire Kurt Cobain, il a inventé le grunge, ou pire le rock. C'est pas tout à fait vrai. C'est même assez faux. Ce qu'il a fait en revanche, le Corbusier, pas Kurt Cobain, c'est qu'il a fondé l'Esprit Nouveau. Donc il avait déjà sa revue internationale d'esthétique, il fait du cubisme, il écrit beaucoup, il parle beaucoup. J'aime bien dire que c'est un influenceur. S'il avait eu Instagram ou TikTok, il aurait été très 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 connu. Et même sans ça, il réussit à discuter, à travailler avec les médias. Bon, il fait pas que du F, le Corbusier, parce que le Corbusier, c'est aussi la maison domino, ce qui rejoint un peu les sensibilités du Bauhaus et leur idée de standardisation. Parce qu'il vous dit, hey, venez, on va faire un modèle de maison qui peut être reproduit à l'infini, tout à fait décontextualisé naturellement, parce que ça fait aussi partie de l'architecture moderne, et c'est quelque chose qui va apprendre avec les frères Perret, ça c'est très intéressant, les frères Perret, ce sont les précurseurs du béton en France. Après son prototype de maison domino, il va donner la Villa Savoie. Et la Villa Savoie, c'est la maison à cause de laquelle il y a beaucoup de gens, quand on leur demande qu'est-ce que c'est l'architecture moderne, ils vont me donner les 5 points de l'architecture selon Le Corbusier. C'est absolument faux. Est-ce qu'on est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous avez des questions vis-à-vis de ça? S'il y a une confusion, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas d'accord, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense vraiment que les 5 points de l'architecture, selon Le Corbusier, c'est ça l'architecture moderne. Vous avez le droit. Monsieur, c'est quoi alors l'architecture moderne? Madame? C'est quoi alors les 5 principes de l'architecture moderne? D'accord. Les 5 principes de l'architecture moderne selon Le Corbusier, c'est ça. Les 5 points, bien les 5 principes, il vous dit... normalement, c'est quelque chose que vous avez... C'est un cours qui est, j'ai envie de dire, martelé pour les premières années. Donc normalement, vous avez déjà croisé ça. Je vous dis, c'est la fenêtre en longueur, c'est le plan... Oui, en libre, PHP, je pense. Certainement, THP. On vous a probablement déjà demandé de faire un exposé dessus en atelier. C'est une maison qui est incontournable. Hadia ou la maison sur la cascade, ça fait partie des choses qu'on va souvent étudier. Donc, les pilotis, la façade libre et le toit terrasse. Ce que fait Le Corbusier ici, c'est qu'il cite des caractéristiques de l'architecture moderne. Déjà, ces caractéristiques, elles sont plus ou moins correctes parce que la fenêtre en longueur, plus ou moins, parce que parfois vous avez aussi des fenêtres qui sont... Vous avez des baies vitrées qui sont plus larges, vous avez des façades qui sont complètement vitrées. Maliche, on va faire semblant que ça c'est bon. Le plan bien les plateaux libres, c'est difficile d'être contre. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait complètement partie de l'ADN de l'architecture moderne. C'est quelque chose qu'on a vu avec Renzo Piano dans Pompidou, dans le centre Pompidou. C'est quelque chose de très standard et de très facile à mettre en œuvre, donc beaucoup de personnes vont le faire. Et surtout, c'est quelque chose qui est hérité de l'usine, un plan ou un plateau libre. Parce que quand vous faites une usine, la première fois que vous allez faire l'usine, c'est pas le jour où vous avez l'argent pour mettre toutes les machines. Donc vous allez créer un maximum d'espace qui va vous permettre de faire grandir votre chaîne de production et d'adapter votre espace au fur et à mesure. C'est quelque chose qui donne de la flexibilité aux architectures que les architectes ont décidé intelligemment de prendre. Ça marche. Les pilotis aussi, c'est pas une fatalité dans l'architecture moderne. Il y en a parfois il y en a pas. La façade libre, je suis plus d'accord quand il dit façade libre, il veut dire que c'est une façade qui est libre de décoration, entre guillemets, ça veut dire que c'est une façade épurée, ça veut dire qu'il y a très peu de décoration, ce qui est un point de l'architecture moderne, c'est pas négligeable. Et le toit terrasse.
le toit terrasse, c'est quelque chose qui est effectivement une signature de l'architecture moderne, mais ce n'est en rien une obligation. Parfois, vous trouverez ici un sixième point qui serait la rampe. Donc voilà, l'architecture, les 5 points de l'architecture, il y a une confusion qui est entretenue entre qu'est-ce que c'est que l'architecture moderne et qu'est-ce que c'est l'architecture moderne selon Le Corbusier. D'accord? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Mhm. vous avez dit que l'architecture moderne n'est pas la définition de l'architecture moderne selon Le Corbusier n'est pas forcément la définition de l'architecture moderne, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez nous donner donc en général la définition, comment est-ce qu'on peut la définir? Donc, Oui, je vous l'ai donné, c'était le début. oui, la définition par début. Bah, la définition du début, elle est plus générale. Oui, donc Le Corbusier, la définition, le point de vue وحده تاعو, et l'architecture moderne, donc on le définit autrement. En fait, vous pouvez tout simplement regarder les 2 bâtiments que vous avez sur ce slide. Vous avez la Villa Savoie et vous avez normalement des bâtiments de Miles Vandero à Chicago. Les 2 correspondent à une architecture moderne. Or, si jamais on essaie d'appliquer les principes de Le Corbusier sur les bâtiments de Miles Vandero, ça ne fonctionne pas. Or, si jamais vous utilisez la définition vague et générale que je vous ai donnée ici, les 2 bâtiments rentrent dedans. Donc, je pense que c'est important pour qu'une définition soit une bonne définition, qu'elle ne soit pas trop excluante. Or, celle du Corbusier est à mon sens trop excluante. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Super. Ne faites pas la confusion, s'il vous plaît. Autre chose qui est important à mon sens, c'est de ne pas donner la primauté à Le Corbusier dans l'histoire de l'architecture moderne, parce que bien qu'il soit influent, il a plusieurs prédécesseurs. Et il faut garder en tête qu'il y a des choses qui arrivent bien avant Le Corbusier. Ce n'est pas lui qui a inventé le mouvement. C'est clair? Oui, monsieur. Super. Bon, on va essayer de faire vite. En ce qui concerne cette partie-ci, je vous parle de mutation. Quand je parle de mutation dans l'architecture moderne, je parle de la transition entre le modèle de l'usine, selon Walter Gropius, et le modèle de Mies van der Rohe, qui est celui du pavillon de Barcelone. En un mot, on est passé dans ce projet d'une architecture qui était essentiellement machiniste à une architecture qui est beaucoup plus conceptuelle. Parce que c'est une architecture qui survient après la Première Guerre mondiale. Les Allemands ont perdu et ils veulent dire au monde, on est des gens gentils, on est des gens civilisés, et c'est une façon pour l'architecture moderne de prendre ses lettres de noblesse. Prendre ses lettres de noblesse comment? En ayant, vous l'avez vu, un podium, ce qui est classique dans l'architecture hellénique, dans l'architecture grecque, ça veut dire qu'on lui donne des airs de temple, en la positionnant en face de colonnes ioniques, donc ça nous permet encore de faire un parallèle, en utilisant des matériaux nobles comme du travertin, comme du marbre. Tout ça, ça participe à faire entrer l'architecture moderne dans la filiation des architectures européennes classiques. Est-ce que c'est clair? Monsieur, j'ai pas bien compris ce point. Anam? J'ai pas bien compris ce point. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde l'idée selon laquelle l'architecture de Walter Gropius et du Bauhaus est une architecture essentiellement inspirée de l'usine? Oui. Si Oui. c'est pas clair, on peut poser la question, pas de souci. N'hésitez pas. D'accord. Donc, c'est une architecture qui est inspirée de l'usine. Mies van der Rohe, il arrive dans un contexte qui est différent. Il va essayer de partir au-delà de cette histoire d'usine. Et il va inaugurer quelque part la tradition du parallélépipède blanc, de cette idée selon laquelle l'architecture moderne, finalement, c'est bata. Quelque part, c'est Mies van der Rohe qui fait ça. Mies van der Rohe, comment est-ce qu'il fait ça? Il fait ça par rapport au pavillon de Barcelone. Le pavillon de Barcelone,
son contexte historique, c'est quoi? C'est que c'est une foire. C'est une foire européenne qui survient après la défaite de l'Allemagne pendant la guerre. Donc ils y vont en mode nous on est gentil, notre bâtiment il est transparent, il est moderne, il est machin. Donc c'est une façon pour eux de communiquer, de dire aux gens l'Allemagne c'est une Allemagne pacifique, c'est une Allemagne moderne, mais c'est aussi une Allemagne européenne. Parce que l'élément que vous voyez ici, attendez, non, comment est-ce que je règle les épaisseurs de mes traits? Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un podium. Un podium, où est-ce que vous avez déjà vu des podiums avant? Pour les temples. Pour les temples, excellentissime. Et les temples, le podium, en architecture classique, c'est ce qui sépare le profane ou le public du divin. Ça veut dire que quand Mies van der Rohe il fait ça, il élève son architecture au rang de temple. Et ça, c'est quelque chose de très important pour l'époque, parce que tous les Européens, ils ont cette référence culturelle. Pour vous donner, pour faire une caricature, c'est comme si que demain, à la SAFEX, on vous demandait d'enlever vos chaussures en rentrant. Et là, normalement, vous dites, mais c'est dans les mosquées qu'on enlève les chaussures. Vous direz, oui, parce que c'est un événement culturel, c'est un espace, machin, ça donne de l'importance à l'espace. Mais aussi ça crée une connexion directe avec d'autres espaces. Parce que jusqu'à présent, dans l'architecture moderne, les références traditionnelles, on avait dit qu'on était contre, oui ou non? Oui. L'architecture moderne, selon les gens du Bauhaus, elle est en rupture avec la tradition architecturale. Mies van der Rohe, il leur dit, moi j'aime bien la tradition architecturale. Mies van der Rohe, il décide donc de faire en sorte que cette tradition architecturale, elle soit mise en avant en mettant en vis-à-vis son bâtiment avec les colonnes. Donc maintenant, vous avez deux éléments de la Grèce, Malich, et en plus de ça, le travertin que vous voyez ici, qui est la matière qu'il a utilisée là et là, c'est la matière qu'on utilise pour faire les monuments dans la Rome antique. Donc, il est en train de faire un bâtiment d'une manière très subtile et très habile qui multiplie les clins d'œil à l'histoire des grands monuments européens. Il se place dans la continuité de ces bâtiments. Mafhom? Oui, monsieur. Des questions? Donc, monsieur, il a essayé d'avoir... Monsieur. Oui. Donc, on peut dire qu'il a essayé d'avoir une nouvelle, pas une nouvelle vision, mais une nouvelle approche esthétique au mouvement moderne, si on peut dire, historique. Je dirais même une nouvelle approche conceptuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une touche esthétique. Si c'était juste une touche esthétique, maléch. Mais là, il y a beaucoup de tfelsif, il y a beaucoup de tmkhmir, il y a beaucoup de je mets le chrome, je le mets en décalage par rapport au mur pour qu'on voit les poteaux et les murs se continuent d'une manière étrange, je crée des perspectives, je crée des plans, je crée des espaces. C'est un bâtiment qui est très conceptuel. On pourrait écrire des pages et des pages sur la réflexion qu'il y a autour de ce bâtiment et les lectures que peut donner ce bâtiment. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Parce qu'avant, dans l'architecture moderne du Bauhaus, c'est fonctionnel, c'est bien. Ça marche, c'est top. Ça ressemble à une usine, Allah ibarak. Mais maintenant, on est dans une autre dimension. La dimension conceptuelle de l'architecture moderne. Je mets l'accent sur ça, pourquoi? Parce que ce qui aurait pu, et ce qui aurait dû, et ce qui aurait été préférable que cette chose opère, c'est que l'ensemble de l'architecture moderne s'imprègne de ça, et qu'elle devienne donc plus conceptuelle, et qu'elle devienne plus intéressée, qu'elle s'intéresse plus aux contextes urbains, régionaux, culturels, etc. Or, ce n'est pas du tout le cas, parce que less is more, on copie Mies van der Rohe, et en copiant Mies van der Rohe un peu bêtement, on se retrouve avec ce genre d'architecture.
C'est-à-dire, au lieu que ce soit un moment là où tout le monde comprend que on peut faire des références au passé, on peut faire des références à la tradition, on peut faire des références à la culture. Les gens se sont mis à faire référence uniquement au pavillon de Barcelone. Et on s'est retrouvé à faire des boîtes blanches. C'est clair? Oui, monsieur, merci. Oui, monsieur. De rien, super. Bon, le pavillon en lui-même est très intéressant, le découpage, les murs, les plans, il y a une réflexion d'architecte, mais c'est aussi le moment là où l'architecture, ça devient un peu de l'entre-soi. C'est bien, on va faire quelque chose de fonctionnel et de conceptuel, mais que juste les architectes comprennent en fait. Et c'est là qu'il y a des architectes qui disent non, ça ne nous intéresse pas. Vous avez des Brésiliens comme Oscar Niemeyer qui introduisent beaucoup de formes courbes. Vous avez Tadao Ando au Japon qui, lui, essaie de conserver des éléments qui sont fonctionnels et culturels, un travail sur les seuils, sur l'ombre, sur la lumière, sur l'intimité. Vous avez des Italiens comme Carlo Scarpa, parce que il faut être italien pour, dans un bâtiment moderne, venir mettre des arcs, des bouts de briques, des luminaires comme ça qui sont très très modernes et qui sont très déconstruits. Donc vous êtes vraiment sur ce qu'on a appelé, moi j'appelle ça le compromis pour vous donner une idée, mais c'est ce que la plupart des manuels d'architecture appelleront du régionalisme ou du régionalisme critique, qui comme le nom l'indique veut dire que c'est un style moderne régional qui se sert des spécificités locales de chaque région pour donner quelque chose de personnel. Et pour la blague, Le Corbusier aussi, vers la fin de sa vie, notamment dans son projet à Chandigarh, il va être beaucoup moins moderne. Il va rentrer dans des considérations qui sont différentes, parce que vous m'excusez, mais ce bâtiment-là, vous le proposez au Corbusier au début de sa carrière, je ne suis pas sûr qu'il soit très fan. Vous lui montrez ça, vous mettez une statue qui ne sert à rien, à l'homme qui, je vous le rappelle, au premier semestre, vous disait « l'avion accuse », et pourtant, à la fin, il met des statues, il met des couleurs. Et c'est une façon pour moi de vous dire que les mouvements architecturaux, souvent, ils ne sont pas purs. C'est des choses qui sont vivantes, qui évoluent et qui changent. Et c'est normal et c'est nécessaire que ça change. C'est clair? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reformuler la définition du régionalisme en tant que style, enfin, ou plutôt en tant que mouvement? Je dirais que le régionalisme critique est une tendance au sein de l'architecture moderne à hybrider des styles locaux avec des sensibilités modernes et ou à faire des formes qui, bien qu'elles soient modernes dans leurs écritures, ont beaucoup plus de sensibilité vis-à-vis des cultures et des contextes dans lesquels elles s'implantent. Et à ça, je rajouterai juste en bas Oscar Niemeyer et Tadao Ando. Et je pense que à peu près tout le monde sera d'accord avec ce genre de définition. D'accord, monsieur, merci. Voilà, avec plaisir. Allons-y. On arrive au rejet et à l'un de mes titres de livres préférés. L'architecture moderne est morte à Saint-Louis, Missouri, le 15 juillet 1972 à 15h32 ou à peu près. Ça, c'est un livre formidable de Peter Blake qui a pour couverture cette image très forte. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Moi, je me souviens que au journal télévisé de 20h, TF1, on annonçait avec beaucoup de joie la démolition des bâtiments modernes qui avaient été produits juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on arrivait à un moment, le terme rejet, il est faible, c'est-à-dire qu'on arrivait à détruire ces bâtiments parce que vous trouverez des études en sociologie et en anthropologie qui vous expliquent que dans leur forme, dans leur configuration et dans leurs implantations, ce sont des formes qui généralement sont néfastes à la sociabilisation des gens et ou qui créent des sociétés dans les sociétés. Je donnerai l'exemple
de la culture des banlieues en France, qui est différente, voire antagoniste, à la culture citadine en France. Vous prenez un Parisien qui est citadin, qui habite dans le Marais, et vous prenez un banlieusard du 9-2, ils ont très très peu à voir, ces deux gens. Ils ont été sociabilisés différemment, et c'est la faute de l'architecture. La question n'est pas tant la supériorité de laquelle de ces architectures est à démontrer, mais de mettre en avant le caractère d'aliénation de cette architecture. C'est-à-dire que quand vous casez des gens dans des dortoirs, ces gens-là, ils vont avoir beaucoup de mal à s'intégrer au reste de la ville. Donc, tous ces éléments, ils vont pousser beaucoup d'architectes sensibles à la richesse du passé et de la culture à se défaire des doctrines modernistes pour aller dans des directions beaucoup plus iconographiques qui renouent avec l'ornementation, la référence, le jeu, et c'est ce qu'on va appeler le postmodernisme. Dans cette troisième partie que j'intitule Révolution, je veux que vous compreniez que la révolution, je l'utilise dans son sens astrologique. La révolution solaire, c'est-à-dire on revient à une situation initiale. L'architecture, depuis toujours, c'est quelque chose de culturel et de contextuel. Et l'architecture postmoderne, elle va revenir vers ça, avec des gens, notamment Robert Venturi, qui à Less is more de Mies van der Rohe répondra Less is a bore, moins c'est ennuyant, et on va venir développer des architectures qui vont être beaucoup plus fun, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus ludiques, avec des détails, avec des éléments, avec beaucoup plus de richesse. Bon. Le postmodernisme, c'est une définition qui nous vient essentiellement de Charles Jenks. C'est quelque chose qui mixe généralement de l'architecture moderne, traditionnelle et vernaculaire. C'est une révolution, donc un retour vers l'ornementation, l'iconographie, le pluralisme. Parfois, vous entendrez éclectisme, ça veut dire plusieurs styles dans un même espace, et c'est tout à fait normal. Par exemple, la Piazza d'Italie de Moore, qui fait en 1978, c'est un projet que je trouve super intéressant, parce que, excusez-moi, donc, c'est un projet qui est très intéressant parce que vous avez une forte population d'immigrés italiens aux États-Unis qui n'ont jamais vu l'Italie. Et donc, cette place, c'est un peu un collage grandeur nature de toute l'Italie pour que ces gens aient un bout d'Italie à la maison. Naturellement, c'est un bout d'Italie un peu caricatural, un peu fast-food, mais qui a le mérite d'essayer de mettre des gens à l'aise et de leur proposer des choses qu'ils voient comme étant des éléments de leur culture, qui sont appropriés d'une manière qui est sympathique et qui est ludique et qui a tout à fait sa place en architecture. L'autre personne qui a beaucoup contribué, pour ne pas dire que c'était la personne la plus importante dans ça, c'est Robert Venturi, avec son ouvrage Learning from Las Vegas, qu'il a coécrit d'ailleurs avec sa femme, Denise Scott Brown. Là, on parle de kitsch, d'iconographie et du grand espace à l'américaine. Je dis grand espace à l'américaine parce qu'aux États-Unis, on roule énormément. C'est une culture qui est très tournée vers la voiture, encore plus que chez nous. Parce qu'en Algérie, on a encore des restes et des legs de Romains, d'Ottomans, de Français. Et donc, on a la culture de la rue, chose que les Américains n'ont pas forcément. Ils ont la culture de la voiture. Et quand on a la culture de la voiture, et qu'on passe dans un endroit comme Las Vegas, on se pose la question, comment est-ce qu'on établit toute une communication spatiale, populaire et axée sur le déplacement des véhicules et des gens? C'est le travail qu'ils ont fait avec Learning from Las Vegas, là où ils ont fait l'étude de tous les panneaux qui avaient été faits à leur découpage, les logos, les formes des bâtiments. C'est un travail très complet, c'est un livre que je vous recommande, qui est très instructif, et on gardera en
Robert Venturi, les architectures se découpent en deux genres. Les ducks, les canards, qui sont des objets architecturaux qui ne réfèrent qu'à eux-mêmes, ou plutôt au service qu'ils proposent. Et ça, c'est parce qu'il existe un bâtiment à Long Island qui s'appelle Long Island Duckling, là où on vend, je vous le donne en mille, des canards. Donc le bâtiment, il vous dit exactement ce qu'il fait. De l'autre côté, il y a ce qu'il appelle les decorated sheds. Les decorated sheds, ce sont des abris avec des panneaux signalétiques. C'est le centre Georges Pompidou, quelque part. Robert Venturi, il fait des decorated sheds. Ça, c'est un exemple de bâtiment qu'il fait. Là où vous voyez clairement que le bâtiment il se décompose en deux parties, vous avez un hangar ici, et ça, c'est tout l'espace architectural que vous allez avoir, les gens. J'aimerais que vous compreniez ça. Et à côté de ça, vous allez avoir un bâtiment. Ou plutôt un bâtiment. Enfin, bâtiment, c'est beaucoup dire. Vous allez avoir un espace de publicité pour dire aux gens, mesdames et messieurs, ceci est un musée dédié au sport. Donc vous voyez que l'espace qui est alloué à l'espace architectural et à l'espace publicitaire ne sont pas du tout équilibrés. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est ce que je vous racontais. Ça, c'est l'espace publicitaire, et ça, c'est l'espace architectural. Toujours dans la même logique, ici, la Vanna Venturi House, c'est une maison qu'il fera pour sa mère, et c'est quasiment la même logique. C'est-à-dire que c'est une maison, là vous allez avoir la façade d'une maison, d'une manière très iconographique, très naïve, dessinée comme un enfant lui dira, et quand on lui dira, on dirait qu'un enfant a dessiné ça, il dira, merci, c'est gentil, c'est bien. Je suis content que ça ait l'air d'être la maison d'un enfant. Parce que, voilà, vous avez la fenêtre, vous avez les trucs, vous avez des éléments qui sont très baroques aussi. Ces éléments n'ont rien à faire ici, mais Robert Venturi a une attitude anticonformiste, anti-système. D'ailleurs, quand on lui dira, quand un de ses contemporains dira « Je ne peins jamais les maisons en vert parce que c'est la couleur de la nature », Robert Venturi dit « Eh ben, je vais la peindre en vert, la maison. » Bref, une maison alambiquée à l'image du créateur qui va donner une espèce de... On va décomplexer l'architecture avec des bâtiments comme ça à Disney, avec des bâtiments comme ça au Japon, avec des bâtiments comme ça, je ne sais plus où c'est. Avec ce bâtiment qui a été voté le plus moche du monde plusieurs années consécutives, ce que je trouve un peu méchant. Avec cette crèche que je trouve très ludique, et je trouve très intelligent que ce soit une crèche qui est la forme d'un chat, parce que du coup ça attire les enfants, avec des maisons en forme de robots. Et dans la continuité spirituelle de ça, vous pourriez citer la Vegas Sphere de Las Vegas. Alors c'est très intéressant que ce soit justement à Las Vegas. Et vous voyez que de près, c'est absolument abominable, mais de loin, vous sentez que c'est un projet qui a été pensé pour être filmé pour les selfies. Bref. Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'architecture moderne en long, en large et en travers? C'est parce que la puissance du mouvement moderne peut se résumer au fait que bien que critiqué depuis son début, il demeure la mesure avec laquelle on compare et définit tous les autres styles depuis son essor. Claro? Monsieur, juste, j'avais pas compris. Oui. Je n'avais pas compris pour les. Quand on a parlé des places decorated sheds, cette partie j'ai compris, mais celle d'avant, celle qui parle des ducks, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait parler. C'est super, c'est la plus facile à expliquer. Les ducks, ce sont des bâtiments dont la forme, c'est des bâtiments publicitaires. C'est la façon la plus simple de les expliquer. Ils font la promotion de ce qu'ils vendent. Voilà deux exemples qui devraient être limpides. Tu as le bâtiment du hot dog de Coney Island qui vend des hot dogs. Et tu as le bâtiment, il s'appelle comment? Langaberg, qui vend des paniers en osier. En architecture, on appelle ça novelty, objet, gadget. Et l'idée, c'est que ce sont des bâtiments qui vont attirer le public et qui ont une fin publicitaire, en fait. C'est vraiment pour dire « Ah, c'est drôle, regardez ce qu'on vend ». Pourquoi est-ce qu'il appelle ça des ducks? Parce que le premier exemple qu'il a croisé, c'est celui du canard de Long Island. Il s'est dit, tiens, finalement, tous les bâtiments sont soit
des canards, soit des hangars décorés. Ce qui n'est pas juste absolument, mais dans sa conception de l'architecture, il pense que c'est ça. Et pour lui, les decorated sheds, c'est plus intelligent que les canards. Tout le monde, les canards, c'est clair? Oui, monsieur, merci. Super. Bon, on va essayer de faire vite. Anam? Est-ce qu'on peut le considérer comme une sorte de l'architecture parlante? Les canards? Oui, Je pense personnellement que toutes les architectures parlent. Là où je serais d'accord avec toi, c'est que toutes les architectures ne parlent pas forcément un langage que tout le monde connaît. Donc on pourrait dire que ce sont des architectures populaires ou bien qui parlent un langage populaire, pour être le plus juste possible. Et je te rajouterai aussi le fait que les hangars décorés ou là, les abris décorés, ils parlent aussi beaucoup, regarde, ce bâtiment. Il te dit exactement ce que c'est. Donc il parle. Il parle peut-être même plus directement que l'autre, mais il ne parle pas formellement. Il parle d'une manière écrite. merci, monsieur. De rien. En architecture, on aura toujours des problèmes de définition, donc il faut être précis. La suite, rapidement, j'ai juste envie de vous dire que même si l'architecture moderne ne va pas, postmoderne, pardon, ne va pas faire long feu, on va se retrouver avec beaucoup de choses qui vont découler de ça, parce que c'est surtout une remise en question de l'établissement. Je vous invite à vous renseigner sur le travail de Bernard Tchoumi sur le parc de la Villette, là où il se propose de déconstruire le parc et l'espace, rien que ça. Vous avez une vidéo très intéressante d'Architecton dessus, à regarder. Vous avez, classique, le Guggenheim de Bilbao, qui est un peu devenu le symbole des architectures esthétiques, plastiques, de la démesure. Quand les Simpsons font gag sur vous, c'est que c'est bon, vous faites partie de la pop culture. Vous avez Zaha Hadid dans la continuité spirituelle de ça. Vous avez Lipskine, et c'est pour ça qu'on va parler rapidement du déconstructivisme, parce que le déconstructivisme, il découle de l'architecture postmoderne. Le fait qu'il ait eu des gens qui lui ont donné une identité visuelle aussi marquée, comme Zaha Hadid et Daniel Lipskine, ça nous donne parfois l'impression que c'est plus facile d'identifier l'architecture postmoderne et l'architecture déconstruite, même si souvent la déconstruction, c'est pas déconstruire les murs, c'est une déconstruction idéologique, philosophique, beaucoup plus complexe. Dans d'autres cas d'architecture qui ne sont pas déconstruites, vous avez l'exemple du travail de la firme Big. Là, c'est le centre Lego qu'ils ont fait. Ça, c'est le 8, la colline et des espaces publics. C'est un peu pour vous montrer que l'idée de faire des architectures qui sont ludiques, elle n'est pas morte avec la fin du postmodernisme. Bien au contraire, ça reste une option qui est toujours très très appréciée, de rajouter un peu de couleur dans un monde qui devient de plus en plus gris. Donc ça c'est fini, on va passer rapidement à la deuxième partie. La deuxième partie, vous allez avoir Dominique Perrault et Rem Koolhaas. Dominique Perrault, regardez la vidéo et concentrez-vous sur les points qui sont ici. L'intégration du projet par rapport à l'urbain, c'est-à-dire comment, par quel mécanisme on fait en sorte que l'architecture et la ville soient en continuité, soit en conversation et soit en harmonie. Deuxièmement, les programmes. Troisièmement, l'attitude face à la Terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce qu'il s'est servi de la Terre comme étant une opportunité plutôt qu'un problème. C'est-à-dire, regardez, dans la Terre, on peut faire plein de choses finalement. Et les éléments qui m'intéressent beaucoup personnellement, c'est comment est-ce qu'on fait pour ensoleiller des choses qui sont, et pour éclairer des choses qui sont enterrées, et comment est-ce qu'on fait pour les ventiler. Ça marche? Oui, monsieur. Excellent. Oui, monsieur. Très bien. Pour Rem Koolhaas, je vous demanderai de vous concentrer sur ses théories, plutôt que sur son architecture.
notamment New York Délire. Rimkoulas, qu'est-ce qu'il vous dit? Rimkoulas, il dit la ville dans laquelle on vit, elle est chaotique, elle est complexe, elle est compliquée, mais ça nous donne des organisations, ça nous donne des opportunités pour faire des choses. Notamment dans son livre New York Délire, il vous dit que la trame orthogonale, la verticalité, l'individualité des architectures donnent naissance à une ville profondément créative et intéressante, mais aussi là où il y a finalement très peu de place pour les notions d'urbanité et de cohérence identitaire et historique. Ça, c'est vraiment le résumé du livre et la synthèse de ce qu'il raconte. Je trouve que ça, c'est une image qui résume très très bien son propos. C'est que quand vous créez une ville orthogonale, là où les bâtiments ont quasiment les échelles d'une ville. Quand je vous dis quasiment les échelles d'une ville, il faut vous figurer que des bâtiments comme le centre Pompidou, c'est 30 000 personnes par jour. 30 000 personnes par jour, c'est une ville. Bon, tous les bâtiments new-yorkais ne sont pas le centre Pompidou. Mais il y en a beaucoup qui ont des capacités qui sont autrement supérieures à celles d'un village. Et ça rentre dans sa théorie de la bigness. La bigness, ou le problème de la grandeur, il vous dit l'hyper-individualité des architectures, hyper-individualité. C'est pas qu'ils sont individuels, c'est qu'ils sont tellement individuels et qu'ils jouent tout seuls, c'est que leurs architectures, leurs dimensions, leur autonomie fonctionnelle, idéologique, esthétique, ça devient des villes dans la ville, qui n'ont ni les ambitions, ni les moyens de se connecter à la ville. Vous ne pouvez pas faire une ville qui est constituée uniquement de monuments. Ou ça s'appelle New York. Est-ce que New York est une ville? Oui. Le souci aussi que vous allez avoir avec l'architecture contemporaine, c'est la ville générique. Quand on décontextualise les choses, quand on renferme les choses dans leur individualité, avec la globalisation, on se retrouve avec des villes qui sont absolument anonymes et c'est absolument impossible de distinguer si vous regardez Paris, New York, Berlin ou Streiff. Bon, je pense que c'est pas Streiff ici. Ça a l'air d'être une ville européenne. L'autre partie du livre, c'est Junk Space. Junk Space, le non-lieu ou bien les espaces résiduels, sont des espaces sans identité qui sont la conséquence du fait d'avoir créé des espaces qui sont trop grands. Vous allez vous retrouver avec des vides sanitaires, vous allez vous retrouver avec des espaces techniques, vous allez vous retrouver avec plein d'espaces servants, vous allez avoir des kilomètres de couloirs et d'escalators pour emmener quelqu'un vers un vol dans un aéroport. Vous allez créer des centres commerciaux et des espaces qui vont être fermés dans 5 ans. On est dans la surconsommation de l'espace. Là, on crée un espace qui finalement il ne sert qu'à la transition, c'est le propre de l'international, de la mondialisation, et dans un monde de plus en plus en mouvement, il y a de plus en plus d'espaces résiduels dépourvus de sens. Ça marche? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Super. Donc, Rimkoulas, on se concentre sur les théories. Bon, pas que ces architectures ne soient pas intéressantes, mais bon. La dernière partie, c'est l'écologie et les enjeux contemporains en architecture. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de faire un travail sur le Pritzker. C'est pas pour être négatif, mais je trouve ça dommage qu'au bout de 3 séances de travail, c'est-à-dire plus d'une quinzaine de jours, vous demandez de faire une toute petite recherche, vous ne faites rien. Puis quand je demande un rendu, j'ai des étudiants que j'ai jamais vus de ma vie qui se sont pointés. Ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est les personnes qui ont eu le mauvais goût d'utiliser des logiciels de génération, donc l'IA, pour me faire des posters qui n'avaient aucun sens. Je ne sais pas encore ce que je vais faire à ces gens-là. Je ne sais pas si j'ai envie de faire quoi que ce soit à ces gens-là. Je pense juste qu'ils n'ont peut-être pas leur place en école d'architecture. Là, Alain. Pour les personnes qui sont intéressées et qui ont compris, ce qui m'intéresse vis-à-vis de cette conversation sur les Pritzker, c'est que le pouls de la profession architecturale, il s'est tourné depuis plusieurs années, ou plutôt il s'est détourné depuis plusieurs années des architectes plasticiens, des architectes
des architectes, pour faire une architecture qui est plus communautaire, à échelle plus humaine, voire vernaculaire, une architecture qui est plus contrôlée. Parce que si vous regardez tous les architectes qui ont été primés ces 5 dernières années, ils font des architectures qui sont communautaires, écologiques, qui utilisent des matériaux locaux, qui utilisent des matériaux qui sont culturellement signifiants, qui reprennent des formes, qui réfléchissent à la place de l'homme dans l'architecture et qui ne pensent pas juste à la place de l'architecture dans l'espace. C'est clair? Oui. Oui. Oui, monsieur. Yamamoto, c'est exactement la même idée. C'est quelqu'un qui vous parle de connexion physique et visuelle, qui crée de la transparence pour favoriser l'interaction entre les gens, qui, quand il fait une fac, il fait en sorte que les personnes se croisent et discutent et se voient. Chipperfield, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend des vieux bâtiments et il les remaquille, il rajoute des éléments, il conserve l'existant. Il est exactement dans la continuité de Anne Lacton et Philippe Vassal, qui sont des gens qui ont fait l'effort. Ils vous disent qu'il ne faut jamais démolir. Moi, je ne pense pas qu'il faut jamais démolir, mais ils sont dans une revendication architecturale hardcore. Et toujours dans la même intensité, vous avez Francis Quiré qui lui fait une architecture écologique, communautaire, participative, vernaculaire. Et c'est le premier Pritzker africain, donc on a des motifs d'être fiers de lui. Ça, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour que vous compreniez que le mot qui revient en architecture, ou bien les mots qui reviennent en architecture, c'est écologie et communauté. Et l'idée générale, pour vous la donner en mille, c'est que la modernité, la promesse de la modernité, c'était un monde entièrement connecté. Mais pour que le monde soit connecté, il fallait que le monde, ou bien que les architectures, ou bien que les villes deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus anonymes. Et maintenant, on est en train d'observer une tendance inverse. On est en train de se dire, il faudrait que les architectures deviennent plus petites, que les villes deviennent plus petites, que les bâtiments soient plus contextuels, soient plus communautaires et soient plus humains. On est dans une tendance, à mon sens, à la décroissance, que vous pourriez argumenter en regardant les derniers Pritzker qu'on a eu ces dernières années. C'est clair ? Oui, monsieur. Super. Bon, rapidement, problématique écologique, quand on fait, quand on construit, quand on... La construction appelle la destruction. En architecture, plutôt la surproduction et la surconsommation vont engendrer des problématiques écologiques. Ces problématiques écologiques, les gens prennent véritablement conscience dans les années 70, et à ce moment-là, on commence à réfléchir en tant qu'architecte, enfin bien avant en tant qu'architecte, on commence à réfléchir à ce que nous, on peut faire par rapport à ça. L'exemple le plus ancien, c'est... Enfin, pas le plus ancien, l'un des plus anciens à ma connaissance. Quelqu'un d'autre me dira les jardins suspendus de Babylone. Mais en termes d'urbanisme, vous avez les tentatives de Howard pour faire des cités-jardins. Là, on essaierait de créer des espaces qui seraient... non plus pollué comme hier, mais là où on aurait quelque chose qui fonctionne ensemble pour après partir dans des choses de plus en plus naturelles, là où il y a de la lumière, des plantes, des arbres, et ce sont des villes satellites. Là, on se dit, tiens, si jamais on met plus de végétation, on se retrouve avec un truc plus propre, avec un meilleur zoning, on peut se retrouver avec des villes qui sont plus cohérentes. Ça devrait venir avant. La problématique aussi écologique, pourquoi est-ce qu'elle nous touche? C'est parce que le secteur du bâtiment, il est responsable de quasiment 80%, si jamais vous faites les calculs, des émissions en gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fait qu'on consomme une quantité monstrueuse de sable et d'eau qui sont des ressources qui ne sont pas qui sont renouvelables. Mais il faut beaucoup de temps pour obtenir du sable qu'on peut utiliser en construction, et beaucoup d'eau pour que l'eau soit dessalée. Beaucoup de temps pour que les eaux soient dessalées. Donc ce sont des ressources difficilement renouvelables. Moi, dans ce travail, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire, il y a 80 000 façons d'être écologique. Et je vais vous en présenter quelques-unes. Notamment l'idée de la végétation en architecture.
La végétation, c'est très bien en architecture. Pourquoi? Parce que là où vous mettez des arbres, vous générez de l'ombre, vous créez une meilleure atmosphère, vous réglez l'humidité, vous renouvelez parfois même l'écosystème en invitant des oiseaux, mais bon, ça peut aussi inviter des rats, des insectes et des oiseaux que vous n'aimeriez pas avoir. Mais dans l'absolu, c'est une réflexion qui est intéressante de créer de la végétation dans les villes et dans les architectures. Ce que je vous reproche collectivement, c'est que généralement, c'est une texture que vous rajoutez à la fin de votre travail. Or, quand vous faites un travail comme ça, vous devez vous donner la peine de connaître les différentes couches qu'il y a dans vos bâtiments, comment est-ce que ça tient, comment est-ce que je peux éviter qu'il y ait de l'eau partout, comment j'évite les infiltrations, comment je fais en sorte que mon bâtiment, que l'herbe ne devienne pas jaune au bout d'un mois, sachant que sur les stades, parfois on a du mal, vous devinez que sur les bâtiments aussi c'est compliqué. Donc ça, c'est un travail que vous devez faire consciencieusement. Il y a des exemples qui, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont pixelisés ici, qui sont celui de Masséna. Là, on essaie de faire ça d'une manière très intéressante en disant, on va faire une espèce de ferme qui va faire de l'initiation à l'agriculture. On ne peut pas faire de l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine ne sera jamais suffisante pour couvrir les besoins de la population. Ce que ça peut faire, par contre, c'est sensibiliser les gens à l'importance de l'agriculture en général et de l'écologie en deuxième lieu. Dans une démarche différente, mais toujours dans la végétalisation, vous avez le Bosco Vertical de Milan. Le Bosco Vertical, il n'y va pas par quatre chemins, il vous dit végétaliser les façades, c'est bien, mais et si on mettait des arbres? C'est ce qu'ils font, ils mettent des arbres aux façades. C'est un projet qui est très impressionnant, qui est très ambitieux, et qui demande beaucoup de travail aussi derrière. Il a fallu beaucoup d'études pour trouver quels étaient les arbres qu'il fallait, comment faire en sorte qu'ils ne grandissent pas trop, comment faire en sorte qu'ils soient irrigués. Donc il y a tout un système d'irrigation à l'intérieur du bâtiment qui permet de maintenir les arbres. Et vous avez un système législatif, c'est-à-dire c'est la loi qui vous dit votre arbre il meurt, vous devez le payer. Si vous ne pouvez pas payer l'arbre, vous devriez peut-être payer un service d'entretien à la mairie de Milan pour s'occuper de vos arbres. C'est une idée qui est critiquable, mais qui reste très intéressante. La critique majeure vient du fait que l'arbre, il va emporter aussi un nombre de nuisibles. Si vous avez déjà fait du camping, ou là si vous avez déjà juste dormi à côté d'un arbre, vous savez, dans la nature, il y a des insectes, il y a des animaux, c'est tout à fait naturel. Une autre démarche, c'est recycler les bâtiments. Et ça, vous avez les Pritzker de l'année 2021, je pense, Lacan et Vassal, les Français, ils sont dans cette démarche qui est très rare en fait. Avant elle, il y avait surtout Roland Castro qui se proposait de reprendre les HLM, ceux qu'on rejetait avec Peter Blake, qu'on détruisait au Missouri, et il dit venez, on va essayer de les remodeler. C'est un travail fastidieux. Mais qu'est-ce qu'il a d'écologique? Il a d'écologique que le bâtiment il est déjà construit. On s'est déjà servi de ces matériaux. Si on le détruit, on va faire un double gaspillage. Mais si jamais on fait un travail de remodélisation, on va conserver le gros des bâtiments et le gros des matériaux, et on va faire un travail qui va être esthétique et agréable et au standard de tout le monde. Bon, il y a aussi la notion de reconversion. La notion de reconversion, elle est moins complexe. C'est ce que les Français ils font quand ils rentrent en Algérie. Ils trouvent que Tchaoua, c'est une mosquée, ils disent bon, ben, c'est une église maintenant. Ils trouvent le palais de la Janina et disent bon, ben, maintenant c'est notre administration. C'était le palais du Dey, maintenant c'est notre administration. C'est ce que les Algériens font quand ils virent les Français. Ils rentrent dans la cathédrale alors de Tchaoua, ils leur disent bon, ben, c'est une mosquée maintenant. Donc la reconversion, c'est un exercice qui est beaucoup plus facile. Notamment, vous avez les halles des anciennes fonderies de l'Atlantique à Paris qui devient un jardin public, alors que c'est tout à fait agréable, on n'a pas eu à démolir quoi que ce soit, et on se retrouve avec des espaces sympathiques dans la ville. Vous avez plein d'exemples de reconversion architecturale, vous devez en avoir en tête. Ça, c'est un centre de calligraphie en Chine, là où vous aviez un ancien bâtiment en rouge, on a rajouté une nouvelle façade en bleu pour augmenter l'espace. L'un de mes préférés, c'est le cylindre en béton de la Bourse de Paris. C'est un bâtiment qui est très intéressant. Vous m'excuserez la qualité qui est pixelisée tout de suite. Mais bon,
L'idée générale, c'est qu'on en a fait un musée d'art moderne, on a créé toute une extension intéressante. Je vous invite à voir le projet en détail. À côté de ça, vous avez Herzog et Demorand. Si vous avez des problèmes en façade, vous devriez regarder leur travail. Ce sont des gens qui sont très inspirés et très inspirants. Et vous avez aussi, naturellement, ce que je trouve moins intéressant, les normes HQE. Les normes, en général, c'est pas mauvais, mais c'est, à mon avis, beaucoup trop restrictif et souvent trop eurocentré. Je peux venir tout de suite, et par rapport au climat algérien, je vais faire des normes pour rendre un bâtiment écologique. Et après, je vais partir au Japon et je vais leur dire, votre bâtiment, il n'est pas écologique selon les normes algériennes. Et là, normalement, ils vont me regarder, ils vont rigoler, ils vont dire, parce qu'on n'est pas en Algérie. C'est ça le souci des normes HQE. Quand on essaie d'appliquer une solution standard à des problèmes spécifiques, souvent, ça ne marche pas. Mais bon, dans l'absolu, ce sont des normes qui sont relativement vagues. Ça parle d'éco-construction, d'éco-gestion, de confort, de santé. Donc, on reste dans des choses qui sont relativement flexibles. Je vous inviterai à lire les cibles une autre fois. Vous avez quelques projets en Algérie qui doivent être HQE, comme la BNP. Je pense qu'il a abouti, celui-là. Il devait y avoir un complexe business park. J'ai oublié à quel niveau. Celui-là, je crois qu'il n'est pas fini. Mais bon, ce sont des initiatives qui sont intéressantes. Vous avez d'autres formes d'architecture qui sont écologiques, par les matériaux et par les démarches, avec Shigeru Ban qui fait de l'architecture en papier et en carton. Il crée donc des matériaux qui sont renouvelables, qui sont recyclables, et il en fait des bâtiments qui sont très impressionnants. Accessoirement, il travaille aussi avec le bois, et ce qui en fait l'un de mes architectes préférés, c'est qu'il travaille aussi la question des logements d'urgence et de recasement, qui permettent à des gens qui sont dans des situations de guerre, de génocide, de drame humanitaire et sanitaire, de vivre dignement, en travaillant par exemple ici avec un jeu de conteneurs, mais il a aussi des prototypes, là où il utilise justement ces rouleaux en carton, pour faire des tentes que vous pouvez déployer et construire en moins de 30 minutes. Francis Kéré, Prisker 2022 ou bien 2023, normalement, je n'ai pas à développer plus que ça. C'est quelqu'un qui fait un travail formidable avec les communautés locales. Dans son propre village, il a développé des écoles, il fait travailler la communauté, il utilise les matériaux qu'il a à disposition. C'est des projets qui sont très efficaces, petit budget, grand impact, et je pense que c'est quelque chose d'admirable qu'il faut développer. Tac, tac, tac. Le biomimétisme, je vous montre ça parce que on avait expliqué la dernière fois que la démarche de créer des cheminées qui faisaient monter l'air chaud et descendre l'air froid, c'était quelque chose qu'on trouvait dans la nature. Donc le biomimétisme, c'est aussi une façon de faire l'architecture en partant du principe que la nature est bien faite. Donc si on copie la nature, si on copie le bio, on réussira à faire une architecture intelligente, avec notamment les trains japonais qui sont inspirés de la forme du bec des martins pêcheurs. Mais vous allez retrouver ça sur plein de projets en architecture. Je vous enverrai après un article. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée du pragmatisme. Le pragmatisme, qu'est-ce que j'entends par pragmatisme? Si vous faites une bonne architecture, si vous faites une architecture avec des matériaux locaux, si vous faites une architecture avec des formes qui sont cohérentes avec les formes des gens, qui respectent la culture et le climat, vous allez, 80% du temps, aboutir à une architecture qui va être abordable, populaire et écologique. Et si vous étudiez le travail de Pouillon, vous remarquerez que là où il part, il fait des architectures qui sont intégrées, qui utilisent des matériaux locaux, qui utilisent des formes locales, et qui finissent par donner naissance à des projets qui sont tout à fait écologiques. Même si il y a très peu de personnes qui vous diront Pouillon, il est écologique. On vous dira Pouillon, c'est un bon architecte. Parce qu'un bon architecte, c'est un architecte qui fait aussi une architecture écologique. Reda Malou, vernaculaire de luxe. Ça, je vous ai mis le site. C'est une firme parisienne qui est dirigée par un Algérien qui fait de l'architecture vernaculaire de luxe. Ça, j'aime bien. Il dit, je vais prendre
la spécificité locale, mais je vais avoir besoin de l'argent pour faire les meilleurs matériaux possibles, la meilleure étude possible, le meilleur travail possible. Alors, ça conclut le truc. S'il y avait une thématique, je pense, à cette année de THP, ou à ce semestre en particulier, c'est de réfléchir comment est-ce que la notion de modernité, bien que ce soit une idée séduisante de faire quelque chose qui marche partout, dès le début, on va essayer de lui trouver des architectures alternatives, avec notamment le régionalisme, et plus on va avancer, plus on va se rendre compte que le génie local, l'architecture vernaculaire, elle apporte souvent des solutions qui sont plus pertinentes que les architectures mondiales, universelles. Des questions? Non, monsieur. Super. Eh bien, je vous remercie pour votre patience. Je vous rappelle que l'examen, c'est documentation autorisée. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas imprimer l'ensemble du cours. Je trouve que c'est un gaspillage de papier qui est terrible. Je vous encourage à venir avec vos propres notes. Si vous n'avez pas le temps de prendre vos propres notes, prenez les pages du cours dont vous pensez vraiment avoir besoin. Servez-vous de l'intelligence artificielle pour résumer des choses ou poser des questions. Je vous demanderai d'être euh, pertinent, d'argumenter et d'être au niveau des architectes que j'espère que vous êtes. C'est tout. Bon. La séance est levée. Bonne nuit. Ou bonne révision. Merci. Au revoir, Merci, monsieur. Merci, Également. monsieur. Merci. Merci. De rien. Merci à vous. Au revoir. تحسبها حقيقية معه